Noël dystopique. Noël 2061. Enfin, ce qu'il reste de Noël. Puisque le christianisme ne règne plus en Europe depuis plus d'une vingtaine d'années maintenant, ne reste comme vestige de cette religion ancienne que des chapelles en ruine, des églises vandalisées et brûlées, la plupart sans toit ni charpente, des cathédrales écroulées, à demi éventrées, qui s'érigent au milieu des villes détruites comme d'énormes champignons difformes et anormaux. Pour autant, tous ces édifices ont encore leur utilité en ces temps incertains. Les hommes y trouvent parfois refuge, pouvant y établir, à l'abri du vent brûlant ou de la pluie acide, un chiche camp de fortune. Chiche camp de fortune où ils peuvent y passer la journée ou la nuit. C'est exactement dans ce genre d'endroit désolé que se trouve, en ce solstice d'hiver 2061, nos deux protagonistes. Il y a d'abord Alice, une petite fille de 7 ans, jolie comme tout, malgré sa maigreur et sa valeur ostensible. Elle a de grands yeux bleus, d'où jaillissent à tout instant une gaieté et une curiosité insatiable. Depuis la mort de ses parents, dont elle ne se rappelle que de manière confuse, elle vit avec son grand-père, un dénommé Antoine. Cet Antoine prend soin d'elle avec patience et passion, Papy Toto, comme elle l'appelle affectueusement. Un homme fatigué, certes, mais bon et généreux. Il est quand même un peu bizarre, se met à penser de temps à autre Alice, en observant son grand-père, avec qui elle erre sur les routes bombardées, bosselées et craquelées de ce gigantesque désert qu'est devenu l'Europe. Alice se demande même parfois si Papy Toto n'est pas fou, car il lui raconte durant leur longue marche quotidienne, qui semble interminable pour qui a de courtes jambes et qui a faim et chaud, il lui raconte la vie d'avant la grande catastrophe. Alice ne le croit qu'à demi-mot. Papy Toto parle de choses tellement étranges, d'eau potable abondante et à portée de main, de beaux bâtiments où sont empilés du sol au plafond de la viande, des légumes et des fruits. Il décrit même des aliments totalement saugrenus dont elle n'arrive à se faire qu'une idée vague, mais que Papy Toto définit comme délicieux. À se damner, s'exclame-t-il en se léchant à chaque fois les babines. Par exemple, ce qu'il nomme chocolat ou glace ou bonbons. Il jure que les enfants d'avant n'avaient Dieu et le ventre que pour ça. Alice écoute son grand-père comme si elle écoutait un conte merveilleux, décrivant des contrées enchantées et lointaines
peuplée d'individus aux mœurs curieuses et aux coutumes singulières. En plus, Papy Toto saupoudre son récit de descriptions de paysages incroyables, prairies à la végétation luxuriante, montagnes aux neiges éternelles, grands lacs d'eau douce dans lesquels nagent des poissons de toutes sortes et de toutes tailles, vols majestueux d'oiseaux dans un ciel doux et clément, troupeaux de moutons mâchant une herbe fraîche et perlée de rosée, chevaux et chiens domestiqués dont on peut sans s'inquiéter caresser les chines, vaches dodues aux énormes mamelles d'où on peut tirer un lait chaud et crémeux, hommes au gros ventre et au rire gras, propres et bien habillés, à ce point cordiaux qu'ils ne sont aucunement effleurés par l'idée de vous tenir en joue si vous approchez. Oui, tout cela paraît invraisemblable à Alice. Mais, transportée par ses doux songes, elle peut paisiblement trouver le sommeil, malgré une nuée d'insectes qui bourdonnent à son oreille et la présence de bêtes sauvages à proximité dont elle perçoit les grognements terribles et les effrayants hurlements. Alice, finalement, s'endort, tout abandonné au temps du rêve, sous la vigilance rassurante de son grand-père. Antoine, le vieil homme, entretient le feu, fait l'inventaire de leurs maigres ressources, l'eau et la nourriture, l'équipement pour leur protection face aux multiples dangers de cette époque hostile. Il n'est que peu concentré, lassé, inquiet. Et ses pensées baignent dans le tiède réconfort de la nostalgie des temps passés. À tant radoter ses propres souvenirs à Alice, il entrevoit parfois, dans la pureté du regard de sa petite fille, le voile de l'incompréhension. Ses yeux, comme deux billes luisantes, brillent d'incrédulité, de doute face au faribole de son grand-père. Il le sait, il le sait bien, il s'en rend compte. Comment pourrait-elle croire en toutes ces choses qu'il essaye du mieux possible de lui décrire? Lui vit le manque des anciennes et épuisées richesses du monde. Elle est dans l'émerveillement des histoires, de celles qu'on raconte aux enfants. Pourtant, Papy Toto ne se résigne pas à cesser de raconter les vestiges du monde et de sa mémoire. Ses discussions avec sa petite fille est un temps précieux entre eux, chaque jour. Malgré la nostalgie, malgré les doutes d'Alice sur la véracité des propos du vieil homme, malgré toutes les épreuves qu'ils doivent endurer, cet échange journalier entre eux, c'est une parenthèse, une bulle protectrice de complicité, de joie et de réconfort. Pendant ces instants, la lumière trouve de l'espace dans leur chaos pour s'immiscer sur leurs sourires fugaces. Et la poésie flotte parfois dans l'air au milieu de leurs mots. Il est donc simplement inconcevable de s'en priver. Tout pris à ses réflexions, heureuses mais anxieuses, Papy Toto prend le temps avant d'essayer de trouver le sommeil à son tour, toujours en veille, de s'asseoir et d'observer le ciel. Mais il y a bien encore de nombreuses histoires figées dans sa vieille mémoire qu'il n'a pas racontées. Des morceaux de passé coincés entre ses yeux d'enfant et son regard de vieil homme.
Il commence à se remémorer, la tête plongée dans les étoiles de ce ciel qu'il contemple, les fêtes lumineuses, les repas de famille, les cadeaux au pied du sapin. Oui, tous les ans, cette magie qui de vert et de rouge coloriait l'ambiance, les vitrines des magasins. Oui, cette grande fête, il s'en rappelle. Et c'est lorsqu'une étoile filante un météore ou un débris spatial zèbre la voûte céleste d'un bout à l'autre qu'une larme perle de sa joue. Instantanément, toutes les bribes de ses jeunes années lui reviennent en image. L'objet, qui trace une trajectoire elliptique dans le noir de la nuit, intensément brillant, à une vitesse étonnamment lente. Inhabituelle allure pour ce phénomène. Et c'est très ému, dans un sourire de pleurs, que Papy Toto a instinctivement le réflexe de formuler un vœu. Cela lui remonte de sous la surface de ses songes. Une habitude si ancienne, une tradition sans âge, faire un vœu sous l'étoile. Il regarde de nouveau le visage calme, apaisé par le sommeil de sa petite fille Alice. Alors, dans un rictus entendu, les yeux fermés, il se concentre pour murmurer au silence son vœu plein d'espoir. Puis, il rouvre les yeux, avec au cœur l'espièglerie allègre de qui a demandé au ciel l'impossible. Son vœu est pourtant simple, un peu égoïste, il faut l'avouer. Notre vieil homme souhaite, ne serait-ce que pendant les quelques secondes que va durer le scintillement de cette étoile filante, oui, il désire ardemment revivre ces Noëls d'antan. Être entouré des siens pour une nuit encore, une dernière fois. Ramener à la vie toute sa famille d'autrefois. Ressusciter l'espace d'une seconde leurs rires, leurs odeurs, leurs maladresses, leurs anecdotes, leurs caresses et leurs chansons. Cette prière muette, il la formule aussi en partie pour Alice. Il aimerait tant qu'elle puisse vivre au moins une fois, loin de ce combat âpre et quotidien qui est devenu le leur pour survivre. Il aimerait qu'elle puisse vivre la magie d'un moment insouciant, partagé avec ce qu'on aime. Expérimenter le luxe d'un amour bon enfant. Ressentir le plaisir simple d'être entouré, de donner sans volonté de retour, car dans ces moments-là, on possède déjà tout, se dit Papy Toto comme pour lui-même. C'est vrai. Dans ces moments-là, on se sent repu et grisé d'avoir reçu un simple sourire tendre, un baiser mielleux ou une franche accolade. Oui, on a su partager un silence et un regard complice, et ça, juste ça, rien que ça, c'est tout l'or du monde. Papy Toto s'exclame dans un cri qui perce soudain la nuit. Oui, durant ces quelques secondes de rêve éveillé,
Il a réussi à mettre un terme au froid et à la solitude qu'il avait étreint une minute auparavant. Il se voit maintenant discuter à bâton rompu avec sa famille, que sa mémoire a exhumé des limbes. Ses parents à lui, ses oncles, ses frères et sœurs, ses enfants, les parents d'Alice, tous ses cousins et cousines plus ou moins éloignés, les maris et les femmes des uns et des autres, leurs enfants, leurs petits-enfants et même leurs arrière-petits-enfants, tous, ils sont là à ce moment précis, à ses côtés. Ils sont là, à ses côtés. Papy Toto les écoute émus comme un peu ivres, raconter des blagues idiotes ou donner leur avis sur n'importe quoi, tout en mangeant dans l'abondance frivole des jours anciens, des huîtres, du saumon, du foie gras, du canard, du fromage, de la bûche, buvant sans mesure du champagne et du vin entre deux éclats de rire, entre deux toasts portés à toute l'assistance à qui l'on souhaite de manière ingénue la santé et tout le bonheur du monde. Il étouffe même un rire lorsqu'il s'imagine Alice en train de jouer et de danser au milieu de toute une ribambelle de bambins devant le feu d'une cheminée fantastique et fantasmée qui dispense dans la poitrine du vieillard une chaleur réconfortante comme une petite étoile que l'on garderait près de soi pour soi, comme un secret. Blotti avec délice dans le moindre détail de cette vision, Antoine sourit malgré lui. Il observe s'éteindre petit à petit cet astre dans le ciel qui a brièvement allumé son cœur. Puis, il voit disparaître tout à fait cet astre dans la nuit restée impassible. Silence soudain. Obscurité. Rien ne se passe. Non. Aucun mort ne se relève. Personne n'est revenu de l'au-delà. Le vœu d'Antoine est resté lettre morte. Papy Toto reste Papy Toto, ce vieux veilleur radoteur, aux lèvres sèches et blanches. Ce vieux radoteur qui a seul en charge cette magnifique petite fille, cette Alice. Cette Alice qui passe ses plus jeunes années au cœur d'une désolation des plus dures et des plus déprimantes. Antoine marmonne. Il se maudit d'avoir eu ce temps d'absence où il s'est laissé emporter comme un enfant à ses propres rêves. Il se lève péniblement, puis rajuste soigneusement la couverture de son Alice. Il lui caresse la joue et s'allonge à côté d'elle. C'est à ce moment précis que les yeux juste fermés, les oreilles encore aux aguets, il entend pas loin un son, une vibration de l'air, en tout cas quelque chose qu'il n'a pas entendu depuis longtemps et qui, dans ce contexte, dans cet environnement,
semble parfaitement incongru, plus encore, impossible. Dans un bruit de plumes, comme un fracas de flocons, tombe du ciel et de l'obscurité une large enveloppe. Du papier, une lettre. Antoine se frotte les yeux, transi dans la surprise. Il ne comprend plus le réel. Il hésite à se pincer pour se réveiller. Silencieux et distrait, il s'extirpe de la vieille couverture abîmée en se grattant la tête. Pour aller, à quelques pas de là, sonder le sol, le sable, la poussière, le lourd mystère de cette nuit, et trouver la lettre. Le voilà! Dans son écrin rouge, un liseré doré qui l'encercle, l'enveloppe laisse deviner le papier vert qu'elle contient. Tombé du ciel, après un vœu, après l'étoile filante. Morphée, le marchand de sable et surtout la fatigue travaillaient de concert pour offrir à Alice une nuit de repos réparateur bien méritée. L'enveloppe est sertie d'un cachet de cire rouge aussi, marqué du sceau comme d'un timbre en provenance de la Laprénie. La lettre verte, un papier en tête tout officiel du Père Noël. En fait, plusieurs feuillets rédigés en lettres d'argent. Papy Toto se tient la tête avec une main, un coude sur le genou et de l'autre main qui tremble d'enthousiasme. Il tient la lettre, qu'une fois l'enveloppe décachetée, il commence à lire dans les dernières lueurs du feu. Il n'en vient pas, un large sourire aux lèvres. Son vœu se trouve exaucé, miraculeusement exaucé. La magie de Noël a frappé. Oh, entendez, bonnes gens, je ne peux qu'en substance vous dévoiler le contenu de ce courrier fantastique. C'est un secret du Père Noël. Et on ne dévoile pas les secrets, encore moins les vœux, et je ne vous parle pas du caractère sacré des miracles. Voilà ce que je peux quand même vous dire. Le bon vieux bonhomme à la barbe blanche explique avoir reçu et entendu le murmure d'Antoine, le souhait, le vœu, les jolies pensées formulées par ce grand-père. Et il a vu les lutins qui l'entourent et manigancent avec lui dans ces temps hors du temps qu'est la soirée de Noël, s'agiter, s'émouvoir, le supplier d'agir et de répondre à cette ultime demande. Ah oui, comme un email tardif de 19h, ça s'est mis à clignoter de tout partout dans le village du Père Noël. Et il faut bien avouer qu'en 2061, les choses ont singulièrement changé. Les mythes et croyances, l'environnement, les mœurs, la technologie, enfin à peu près tout se retrouve au bord du monde, pas loin du précipice. Le Père Noël et son folklore ont aussi pas mal morflé. Santa tête un peu de la bouteille, fume comme un pompier. Non, décidément, la magie de Noël n'opère plus beaucoup. Le traîneau prêt à partir et les turbofusées remplis du bio-kérosène, les robots rennes presque élancés dans la course sublime et céleste, la hotte déjà fermée et chargée, le jetpack anti-gravité harnaché sur ses épaules, l'opération distribution de cadeaux était sur le point de départ. Touché par le dévouement, les efforts endurés, la bonté de l'ancien, et aussi par le dénuement du monde, ému par le destin de cette petite Alice, Santa, le Papa Noël, cède aux suppliques des petits êtres espiègles et aux bonnets pointus. Seulement voilà, leur drôle de tête, de côté, les mains à plat au niveau des deux épaules, les lutins signifient qu'il n'y a plus rien à offrir. Plus de paquets, plus de présents, plus de cadeaux, d'ailleurs,
plus personne ne croit ni en eux, ni en tout cela. Alors, de la boîte à gants à l'avant du traîneau en sapin et à l'intérieur ronce de noyer, les mains gantées de blanc du bonhomme rouge sortent d'abord des paquets de clopes vides, des cadavres de bouteilles vides elles aussi, et enfin un paquet de vieilles lettres, pendant qu'il arbore un sourire entendu. D'anciens courriers qui n'ont jamais trouvé destinataire. La légende raconte que c'est là-bas, en Laponie, chez l'arpenteur de cheminée, que la poste expédie en dernier lieu ses colis oubliés, ses vestiges manuscrits, paperasses d'antan, jaunis, patinés, de ne jamais avoir été ni ouverts, ni lus. D'un doigt, entouré d'une couleur aurore boréale, se réajustant ses lunettes, le Père Noël fait s'extirper du tas de ses missives et serpenter jusqu'à sa poche la lettre qu'il allait ce soir distribuer. Papy Toto, la lecture terminée des premières pages, s'apprête à entamer la suite avec forte émotion. Son sourire aux lèvres, il le range, mais il glisse sur son cœur. Le papier n'est pas le même, l'écriture non plus. Il sait qu'il tient là le plus inestimable cadeau que jamais il n'aurait su offrir à sa petite fille. Il reconnaît instantanément les pattes de mouche de son fils et l'écriture fluide et aérée de la maman d'Alice. Il défaille en lui-même dans une explosion de joie intérieure, réchauffée au feu de la gratitude. Emblé, ébouriffé, il prend le temps de lever encore une fois la tête vers le ciel, d'adresser au néant un clin d'œil, en laissant les questions et la raison de côté, et prend une belle respiration avant de commencer à lire cet inconcevable trésor. Cette lettre des parents à Alice, cette lettre. Il serait trop long de vous dévoiler tout le contenu de cette lettre et vous en jugerez. C'est peut-être ici malice de conteur que de préférer la démesure et la richesse de votre imagination à la lecture clinique et véridique, fastidieuse et sûrement un peu maladroite de cette missive. Les mots utilisés par les parents d'Alice pour dire toute la ferveur de leur amour pour leur enfant, je les passerai sous silence. Et ce silence, c'est à votre fantaisie de le remplir de 1000 formules d'amour total et de fol espoir. Oui, cette lettre, c'est un merveilleux chant d'amour, long d'une dizaine de pages, où l'on peut déceler à vous crever les yeux et le cœur à chaque mot, à chaque phrase, à chaque ligne, une tendresse et une dévotion infinie. Il vous suffit de savoir comment termine cette lettre pour vous donner une idée de toute l'étendue de leur affection. En bas de la dernière page, il est écrit Alice. Nous t'aimons plus que de raison. Nous t'aimons bien plus que ce que de vulgaires mots pourraient exprimer ou contenir.
Imagine-toi la mer, plus le ciel, plus l'espace et tout l'univers. Et tu seras encore loin du compte pour concevoir l'immensité et la profondeur de notre sentiment à ton égard. Tu es pour nous la vie même. Dans ton sourire, dans tes yeux si beaux d'enfant, réside le secret de toute existence. Nous t'aimons. Nous t'aimons. Nous t'aimons, Alice. Notre très aimée, très chérie et divine enfant. Vous pouvez maintenant vous imaginer le visage d'Alice et les différents sentiments qui le traversent quand, à son réveil, elle dévore cette lettre sortie de nulle part. Cette lettre qu'elle tient entre ses mains fermement au point de la froisser par endroits. Cette lettre qu'elle porte parfois contre sa poitrine et serre convulsivement contre son cœur. Cette lettre qu'elle couvre de larmes et de baisers quand elle l'a enfin finie. C'est dans le silence qui suit cette lettre ce silence durant lequel les yeux d'Alice se perdent dans un vague soudain devenu incroyablement net. Lorsqu'elle contemple l'horizon désert brusquement empli de toutes parts de bonheurs invisibles et de richesses pauvres que réside toute la magie, ce qu'on appelle vulgairement la magie de Noël, son esprit, l'esprit de Noël. Certes, Alice n'a pas connu et ne connaîtra jamais l'abondance de nourriture ni la profusion de cadeaux frôlant l'hystérie collective qu'a connue Papy Toto durant sa jeunesse, mais peu importe. Peu importe après tout, car ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, pour que tous les Noëls d'hier et de demain deviennent Noël en lettres majuscules et majestueuses, l'essentiel demeure tout simplement dans un je t'aime donné ou reçu, dans un je t'aime formulé ou tu, dans un je t'aime sincèrement partagé. Pensez-y demain, à l'apéro, ou quand vous reprendrez pour la deuxième fois du gâteau. N'hésitez pas une seconde, osez un je t'aime. Dites-le à tous vos proches, lors de cette parenthèse hivernale, avant que de reprendre le cours normal de vos vies. Dites je t'aime, même si cela paraît maladroit ou incongru. Vous pouvez même dire je t'aime par un silence, par un baiser ou par une main tendue. Car cela reste et restera le plus beau des cadeaux, qu'on soit en 2061 ou en 2022, qu'on soit aux portes de la sénilité comme Antoine, ou qu'on en soit encore qu'au balbutiement de la vie comme Alice. Je t'aime. Comme dernière image à emporter avec vous avant de nous quitter, sachez qu'Alice et Papy Toto se tiennent toute la journée suivante dans les bras l'un de l'autre, tendrement enlacés, blottis l'un contre l'autre, sans bouger, sans non plus rien dire. Que pourrait-il dire de plus que cet enlacement sans fin, gonflé de tendresse, par lequel ils deviennent hameaux de paix l'un pour l'autre?
Durant cette journée-là, ils n'ont besoin de rien d'autre. Durant cette journée-là, ils ont tout, car ils sont tout l'un pour l'autre. Oui. Abat toutes les prophéties de malheur et de fin du monde, peu importe la tristesse du décor ou le temps qu'il fait. Le monde tiendra bon tant qu'il y aura ce genre de moments et de promesses muettes faites entre deux êtres. Abat toutes les prophéties de malheur et de fin du monde. Le monde tiendra bon tant qu'il y aura ce genre de moments et de promesses muettes faites entre deux êtres.